Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la troisième vidéo de présentation de ce Vendée Globe 2024. On rappelle 40 concurrents, donc en une vidéo, c'était un petit peu compliqué de présenter tous les concurrents correctement. Alors dans cette vidéo, on parlera de la bagarre des bateaux à dérive droite pour la bagarre de la victoire. On va dire presque dans cette sous-catégorie parce que c'est vrai qu'ils voilà, ils vont quand même, je pense, avoir du mal à rivaliser avec les meilleurs foilers. Et puis on parlera des outsiders, c'est-à-dire ces concurrents qui sont pas vraiment favoris, mais on sait qu'ils seront performants sur la course. Et là, on aura encore des beaux bateaux dont on parlera. Et puis parfois, on parlera de concurrents qui ont failli être dans une autre catégorie. Parfois, ça s'est pas joué à grand-chose. Encore une fois, ça sera par ordre alphabétique dans les différentes sous-catégories que j'ai, dont je vais parler de ces différents concurrents. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quels coureurs vous intéressent dans les coureurs dont je vais vous parler, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis le deuxième moyen de me soutenir, c'est de rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur notification sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. On commence tout de suite par les outsiders. Alors juste avant les outsiders, on a commencé à avoir des petites informations sur la météo que l'on aura demain au départ. On devra avoir une météo assez calme, ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps sur un départ de course au large. Donc on devra avoir des conditions vraiment plutôt calmes avec un peu de mer, peu de vent aussi. Donc ça devrait être un départ bien plus calme que sur certaines courses où on a parfois dû décaler les départs tellement les conditions étaient compliquées. On se souvient notamment d'un départ de classe 40 qui avait été assez mouvementé. Donc là, ça devrait plutôt se passer tranquillement, ce qui est plutôt une bonne chose pour les concurrents. Premier outsider dans cette vidéo, le vainqueur en titre, Yannick Bestaven, le tenant du titre, qui est encore vainqueur pour 2 mois et demi, toujours tenant du titre. Pour le moment, Yannick Bestaven. Alors Yannick Bestaven, c'est le vainqueur du dernier Vendée Globe avec un bateau qui n'était pas forcément le plus rapide de la flotte. C'était même un bateau de la génération précédente quand il avait remporté le Vendée Globe, bateau qui est détenu maintenant par Damien Seguin. Skipper endurant. Ça, c'est vrai qu'il est souvent à l'arrivée des courses et surtout, il fait tout pour naviguer le plus possible. C'est un mec qui passe beaucoup de temps en mer. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai plus. Il essaye tout le temps de faire du bateau. Un maximum, de faire des sorties pour améliorer les réglages, ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt un avantage. Beaucoup d'expérience aussi. C'est quand même 25 ans de voile entre la classe mini, la classe 40 et les IMOCA. Donc là aussi, on est sur quelque chose de très intéressant. Et puis son palmarès est quand même pas mal, parce qu'en 2001, donc, il gagne la Mini Transat. Il a également gagné la Jacques Vabre en classe 40 à l'époque, qui est l'une des courses références de cette catégorie. Et il est arrivé assez tard au final sur le Vendée Globe, parce que c'est seulement sa troisième participation sur cette épreuve. Donc c'est vrai que il est assez jeune, enfin assez jeune. C'est pas le mec qui a le plus d'expérience en IMOCA, malgré tout. Quand vous arrivez à un troisième Vendée Globe, vous commencez à savoir un petit peu comment ça se passe et vous avez pas vraiment de soucis de ce côté-là. Petit souci dans sa préparation, il a eu un accident de vélo, ce qui fait qu'il a dû s'arrêter pendant 3-4 mois. Donc ça, c'est vrai que c'est un désavantage. Et alors, il a un bateau rapide,
mais qui pour le moment a eu beaucoup de problèmes de fiabilité, le bateau de Yannick Bestaven, ce qui fait qu'il n'a pas eu forcément de grands résultats depuis 2020. On sait que ce bateau a une pointe de vitesse, mais le problème c'est qu'il a beaucoup de soucis de fiabilité. C'est un bateau nouvelle génération, donc c'est-à-dire cockpit complètement fermé, grand foil. Voilà, il a des grands foils, même des très gros foils, ce bateau, mais pour le moment, ça ne matche pas des masses. Yannick Bestaven qui pense que ça sera son dernier Vendée Globe. Il ne pense pas poursuivre. Alors après, il n'a que 51 ans, hein, donc déjà dans 4 ans, ça fait 55. C'est encore... voilà, on a eu des concurrents qui étaient avec comment dire, qui avaient des carrières bien plus longues. Jean-Luc Ham, ça fait depuis longtemps qu'il a dépassé les 51 ans, donc voilà. Mais on sait que c'est un bateau qui est capable d'être rapide, mais le problème c'est les soucis techniques, voilà, sur ce bateau qui pose quand même de petits problèmes à Yannick Bestaven depuis sa mise à l'eau en 2022. Pourtant on avait décidé de le mettre à l'eau un petit peu avant certains concurrents, mais ça ne l'a pas aidé de ce côté-là. Donc c'est pour ça que je ne le mets pas parmi les favoris, même s'il a un bateau qui est plus rapide que lors de la dernière édition, je le mets parmi les outsiders parce que ces problèmes de fiabilité m'inquiètent un petit peu. Les derniers résultats de Yannick Bestaven: 20e de la New York Vendée Les Sables d'Olonne, 6e de The Transat, ça c'était en 2024, et puis en 2023 abandon sur la Jacques Vabre, 8e de la Fastnet et 19e de la Route du Rhum. Ça, c'était en 2021 sur son ancien bateau. Non, ça, c'était en 2022, pardon. Encore sur le nouveau bateau. Mais voilà, il va falloir trouver des solutions pour Yannick Bestaven au niveau de la fiabilité de ce côté-là. Deuxième concurrente même, qui est dans cette catégorie des outsiders, ça n'a pas des favoris, mais des concurrents qui ont un bateau qui peuvent leur permettre de faire des bonnes choses. Et bien c'est Clarisse Kremer sur l'Occitane en Provence. Alors l'entre-deux Vendée Globe de Clarisse Kremer a quand même été extrêmement compliqué parce que c'est pas un profil classique de la voile, ce qu'il faut dire, Clarisse Kremer. C'est-à-dire que ce qui emmerde, un peu comme Sébastien Destrumeaux, certains navigateurs, on va pas se mentir, c'est que c'est pas du tout un profil classique. Elle a fait HEC, elle a pas du tout fait de la voile dès ses 6 ans. Elle a fait HEC, c'est pour ça qu'elle est aussi bonne en communication et pour monter un projet financier autour de ses bateaux. Et c'est vrai que depuis le départ, elle communique énormément lors de ses courses, que ce soit sur la Mini Transat, sur le Vendée Globe, également le dernier Vendée Globe. Bon voilà, elle communiquait énormément, quand ça va pas. Et ça plaît pas forcément à tout le monde. Le fait qu'elle ait été soutenue par des gros sponsors, comme Banque Populaire notamment, ça a perturbé un petit peu. En 2017, donc, elle fait deuxième de la Mini Transat, première femme et 12e du Vendée Globe en 2021. Alors, ce qu'on peut regretter de son Vendée Globe en 2021 en termes de navigation, c'est qu'elle a eu tendance à prendre peu de risques. Elle avait tendance plutôt à suivre un peu ce que faisaient les autres, mais avec un temps de retard, donc ça lui a fait rater un petit peu au niveau des résultats, ça lui a fait rater un petit peu de choses, peut-être des places, et puis elle avait eu un début de course très compliqué sur la descente de l'Atlantique où elle n'avait pas le moral tout simplement. Elle avait eu ses problèmes également de théière, il faut faire attention avec l'eau chaude sur certaines parties du corps, donc voilà, j'espère qu'elle a réglé le problème de la théière. J'ai vu par exemple Samantha Davis. Pour tout vous dire, je pense qu'elle elle a vu ce problème-là, elle s'est dit oui, ça peut arriver. Samantha Davis, elle a mis un petit robinet sur son truc pour chauffer l'eau, pour pas avoir de problème en cas de thé, ce qui était arrivé à Clarisse Kremer. Et puis donc on parlait de son entre-deux Vendée Globe qui a été très compliqué. Alors son sponsor Banque Populaire avait décidé de racheter le Apivia de Charlie Dalin, donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle, tout se passait bien. Elle a décidé de faire un enfant, ce qui était prévu.
dès le départ. Ça a été prévu, voilà, qu'elle voulait faire un enfant, donc elle savait que voilà, il y aurait moins de temps de navigation. Ce qui faisait que, avec les nouvelles règles actuellement en vigueur pour ce Vendée Globe 2024, la qualification n'allait pas être si évidente que ça. Après, on se doutait bien que Banque Populaire, Clarisse Kremer, ça ferait wildcard. Si elle n'était pas qualifiée d'office, il y aurait une wildcard. Sauf que Banque Populaire, ça leur plaisait pas. Ils voulaient savoir tout de suite s'ils avaient la wildcard. C'est-à-dire ils voulaient savoir dès 2022 qu'ils auraient la wildcard ou qu'ils n'auraient pas la wildcard. Ce que l'organisateur du Vendée Globe a dit non. Il a dit non, on annoncera la wildcard après la phase de qualification, pas avant les qualifications. Ça n'a pas plu à Banque Populaire. Ensuite, ce qui n'a pas plu, c'est que Clarisse Kremer. Il y a eu un problème avec Clarisse Kremer en termes de relationnel. Donc, ils ont décidé de ne plus la sponsoriser. Voilà. Ils ont décidé de retirer leur bille en 2022. Donc, elle se retrouve en 2022 sans bateau, sans argent. Et là, la chance qu'elle a eue, c'est Alex Thompson. Pourquoi ? Alex Thompson, il a flairé la bonne concurrente. Il lance son écurie de course, sauf qu'il n'avait pas forcément le skipper anglais suffisamment performant qui était disponible. Donc il s'est dit, Clarisse Kremer, c'est la fille qui va être performante, je vais racheter le bateau à Pivia, et puis ensuite il faut trouver un sponsor. Elle n'a pas mis 30 ans de difficulté ça à trouver un sponsor. Elle a pris l'Occitane en Provence qu'avait lâché Armel Tripon en passant. Et ça a lancé le projet. Sauf que ça a lancé le projet tardivement, parce qu'elle a perdu quasiment 1 an avec cette affaire-là. Rajouter à cela une affaire de communication non autorisée sur le Vendée Globe qui au final était autorisée, mais on se demande bien qui a été la taupe sur cette affaire-là et qui a voulu faire tomber Clarisse Kremer. Encore une fois, elle dérange dans le monde de la voile, et ce qui fait qu'elle a eu un entre-deux Vendée Globe très compliqué, ce qui fait qu'elle a... En fait, il y a eu tellement de problèmes à côté que se concentrer sur la voile, c'était difficile, surtout qu'en plus, elle avait un enfant qui a 1 an, et le problème, c'est que son bateau, il est basé en Angleterre, et elle est basée en France. Donc là aussi, ça a fait des allers-retours un peu à droite à gauche, plus son compagnon qui faisait également un projet Vendée Globe avec Tanguy le Turquet, ce qui n'était pas le cas il y a 4 ans, et ça a rajouté problème sur problème sur problème sur problème, et c'est vrai qu'elle a eu du mal à se concentrer sur la navigation. Elle a un bateau qui est une machine de course, on sait c'était la référence de la génération précédente du Vendée Globe. Le problème c'est que je pense qu'elle n'a pas encore pris en main, elle a eu du mal avec les foilers. Elle était avec un bateau des rives droites, et là avec les foilers, il y a beaucoup de choses à gérer, et je crois qu'elle a encore du mal au niveau des réglages. Donc c'est pour ça que je ne la mets pas parmi mes favorites, parce que je pense qu'il va falloir encore travailler au niveau des réglages, et qu'elle risque de perdre beaucoup de temps là-dessus. De ce côté-là, le fait d'avoir un foiler, c'est un petit peu différent. Elle a plus de pression qu'avant aussi sur les épaules, parce que Banque Populaire, au tout début, lui c'est sans pression. Et puis, malgré tout, être là au départ, vu le nombre d'emmerdes qu'elle a eu depuis 3 ans, c'est déjà pas mal. Après, pour rentrer dans le top 10, ça va pas être facile. J'ai hésité à la mettre entre 15 et 20, dans la catégorie entre 15 et 20, parce que c'est vrai que Pip Air a presque été plus performance, mais je me dis, le bateau est quand même rapide, il est fiable, il a fait un tour du monde, il n'y a jamais eu de problème sur ce bateau, quasiment, donc je me dis que c'est son avantage pour Clarisse Kremer. Du côté des dernières sorties de Clarisse Kremer, elle a fini 16e sur la New York Vendée les Sables d'Olonne, 26e de The Transat CIC, 12e du retour à la base, 9e de la Jacques Vabre en 2023, et puis 6e de la Fastnet. Voilà, sur ces derniers résultats. Elle avait fait également The Ocean Race avec Linky Out, où elle avait fini 3e en 2021, et donc son Vendée Globe, où elle avait fini 12e. L'objectif, ça sera d'être aux alentours des 80 jours aussi, parce qu'elle avait fait 87 jours à l'époque, Clarisse Kremer, avec ce bateau à dérive droite. 2e participation pour Clacla. On poursuit avec les Outsiders.
Le troisième concurrent de cette catégorie, eh bien c'est Benjamin Dutreux. Benjamin Dutreux avec Guyot Environnement Water Family, le bateau. Alors Benjamin Dutreux, la surprise du dernier Vendée Globe, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il arrive à être aussi performant à l'époque avec très peu d'expérience en IMOCA, avec un bateau qui était un bateau à dérive droite, qui était un bateau assez âgé. Et surtout, avec peu d'expérience, pas un très gros budget non plus, à l'époque, pour Benjamin Dutreux, qui faisait partie du club des branleurs, comme on les appelle Jean Le Cam avec Damien Seguin, parce qu'il aime bien les appeler comme ça. Il se retrouve donc désormais avec un foiler qui n'est pas de la génération actuelle ni de la génération précédente. C'est un bateau un petit peu plus âgé, mais qui était un très bon bateau de la génération 2006, de la génération Vendée Globe 2016. Bateau qui donc était Hugo Boss à ce moment-là, qui a permis à Alex Thompson de finir deuxième du Vendée Globe, et qui ensuite est devenu 11th Hour Racing. Ensuite, avant d'être le bateau de Benjamin Dutreux. Le problème de ce bateau, c'est la fiabilité. C'est un bateau Alex Thompson. Alex Thompson, l'objectif, c'était d'aller vite. C'était pas forcément d'avoir un bateau fiable. Et c'est le gros problème, parce que en fait, c'est un bateau qui a tout le temps eu des problèmes techniques, des avaries. Notamment, il a eu une Ocean Race très très compliquée, où il y a eu énormément de soucis. Il a eu des soucis de structure, ce bateau. Il a été légèrement modifié, on l'a doté d'une nouvelle étrave SCO, donc étrave arrondie. Mais c'est vrai qu'il a eu énormément de problèmes techniques sur ce bateau. Donc ça a été très 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 compliqué, très très difficile, et voilà, c'est l'inquiétude qu'on a sur ce monocoque, c'est la fiabilité, parce que il a eu pas mal de soucis structurels. En fait, c'est un bateau qui a assez peu fini ses courses, et même quand il finit son Vendée Globe, il a des problèmes techniques. Donc avec Alex Thompson, donc c'est un petit peu l'inquiétude qu'on a avec ce bateau, qui n'est aussi pas de dernière génération. Là aussi, il faut l'avoir en tête, c'est un bateau qui est un petit peu plus âgé. L'avantage pour Benjamin Dutreux, c'est qu'on sait que c'est un très bon navigateur. C'est un navigateur qui a plus d'expérience, qui a plus de moyens également qu'en 2020. Donc ça va être intéressant. Et qu'il faudra faire attention à Benjamin Dutreux, parce que s'il n'y a pas de problème technique, ça peut aller loin avec ce bateau. Et on espère qu'il l'aura fiabilisé, ce bateau, Benjamin Dutreux. Parce que quand il finit ce bateau, il va très vite. 13e de la New York Vendée Les Sables d'Olonne, c'était en 2024, c'était donc cette année. En 2023, il a fini 10e de la Jacques Vabre, 5e donc de The Ocean Race, avec beaucoup de problèmes techniques. Il n'y avait que 6 bateaux au départ, donc 5e, c'est pas exceptionnel. 8e de la Route du Rhum, 11e de la Vendée Arctique, Les Sables d'Olonne, ça c'était également en 2022, et 6e de la Guyane des Bermudes, 1000 Race. Et puis il a aussi pas mal utilisé le bateau de son copain Damien Seguin, aussi, parce qu'ils ont fait pas mal de choses ensemble. Benjamin Dutreux et Benjamin Seguin, ils avaient même fait des courses en double, le temps que Benjamin Dutreux récupère son bateau. Donc voilà, on verra comment ça se passe pour Guyot Environnement Water Family. On poursuit du côté des différents concurrents dans la catégorie Outsiders avec Isabelle Yoshke, MACSF. Du côté d'Isabelle Yoshke, elle est suivie par MACSF depuis très longtemps. Alors Isabelle Yoshke, c'est grosse expérience en navigation du côté d'Isabelle Yoshke. Elle a fait beaucoup de classes mini, beaucoup de Figaro. Ça a été la première femme de l'histoire à remporter une étape sur la solitaire du Figaro. Plus de 20 ans de carrière du côté d'Isabelle Yoshke. Donc ça, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps, qui avait remporté la victoire dans la première étape de la Mini Transat en 2007. Ensuite, elle avait eu des problèmes techniques. Deuxième de la Transat Québec-Saint-Malo.
Et puis désormais aller avec Ema CSF, avec ce bateau qui est de 2007. Alors on pourrait dire c'est un bateau un petit peu âgé, c'est vrai, c'est plus forcément un bateau extrêmement jeune, c'était un bâton pardon, qui était la référence à l'époque où c'était Safran. Il y avait eu beaucoup de nouveautés sur ce bateau, mais il y a eu beaucoup de problèmes techniques au tout début. C'est devenu ensuite Keguiner avec Yann Eliès à la tête de ce bateau. Ça avait été plutôt performant. On a mis des foils sur ce bateau. Et c'est l'un des rares de cette génération-là à qui on a rajouté des foils, à qui ça a fonctionné en termes de performance et que ça n'a pas provoqué de soucis structurels. Je crois que c'est quasiment le seul bateau où ça a marché de rajouter des foils, parce que beaucoup de bateaux à dérive à qui on a rajouté des foils, ils ont eu des problèmes, ou soit, bon, ils n'ont pas eu trop de problèmes structurels, mais ça ne marchait pas en termes de performance. Isabelle Josque a réussi, et on se souvient de sa fin de parcours au niveau du poteau noir et de la remontée de l'Atlantique Sud, où elle avait réussi un moment à arriver quatrième, et puis elle avait eu un gros problème technique, elle avait dû s'arrêter au Brésil, donc elle a fini en 107 jours en étant hors course sur le Vendée Globe précédent. Ça reste un peu une déception, parce que je pense que si elle finissait la course, elle finissait extrêmement bien la course. Isabelle Joschke, c'est-à-dire qu'elle pouvait finir vraiment dans le top 5, elle pouvait finir première femme devant Clarisse Kremer, et je pense qu'elle pouvait être dans le top 5, et ça changeait peut-être la donne au niveau financier. Même si Ema CSF la soutient depuis très longtemps, mais elle n'a pas les moyens financiers qu'à Charal, par exemple. Il faut l'avoir en tête, mais on sait qu'elle a beaucoup d'expérience dans cette catégorie, et c'est une fille qu'il faudra attendre dans le top 10 à l'arrivée s'il n'y a pas de problème, encore une fois, du côté d'Isabelle Joschke. J'ai pas grand chose d'autre à dire voilà, sur ce bateau au départ avec Ema CSF. Isabelle Joschke, ses dernières sorties, 12e de The Transat CIC en 2024. En 2023, elle a fait 9e du retour à la base, 29e de la Jacques Vabre où elle avait eu pas mal de soucis techniques, et 11e de la Fastnet, 9e de la Route du Rhum, en sachant que c'est un bateau qui a très peu évolué depuis son Vendée Globe. Voilà, il y a eu très peu d'évolution sur ce bateau. Encore une fois, il marche plutôt bien. Il arrive à tenir des bonnes moyennes pour un bateau d'ancienne génération. Donc voilà, peu d'évolution de ce côté-là. Et Ema CSF, c'est vraiment voilà, un sponsor qui est là depuis des années et des années, depuis 2019. Voilà, et ils étaient même dans la voile déjà en 79. Voilà, et ils sont là depuis de nombreuses années. Et puis on rappelle que sur ce projet, il y a Alain Gauthier, vainqueur du Vendée Globe en 92, qui est derrière Isabelle Joschke également. Donc ça veut dire qu'on a une équipe d'expérience. On poursuit avec Paul Meillat. Paul Meillat, il est à la limite des favoris, Paul Meillat. Autant que Clarisse Kremer est à la limite de la catégorie du dessous, lui il est à la limite de la catégorie du dessus. Paul Meillat, pourquoi ? Parce que ça a été un prodige de la voile en France. C'est-à-dire que Paul Meillat, quand il arrive au Vendée Globe 2016, c'est le petit prodige. À l'époque, il arrive très jeune sur ce Vendée Globe. Mais c'est un concurrent qui a déjà réussi beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il a été champion de France espoir en laser en 2000, premier de la Transat à G2R aussi avec Gwenolé Gainé, premier de la Route du Rhum 2018 aussi, parce qu'il a un beau palmarès après, mais quand il arrive en 2016, il arrive, voilà, il a enchaîné les très très bons résultats. Et puis, il arrive avec un bateau hyper performant à l'époque. Quand il arrive de son premier Vendée Globe, projet géré par Michel Desjoyaux. Il est avec SMA qui est un gros sponsor. Donc tu te dis, bon, ça va être nickel. Il arrive dans les mers du Sud très rapide. Et puis, abandon. Voilà, il est obligé d'abandonner en Australie. Donc très déçu à ce moment-là. Et cet abandon lui a fait beaucoup de mal parce que ensuite,
il est sur la route du Rhum, il gagne la route du Rhum 2018, mais ensuite, bon, le sponsor s'arrête et il se retrouve à devoir être équipier. Alors, il a été équipier sur beaucoup de bateaux, notamment des trophées Jules Verne. Il a fait beaucoup de choses autres que des projets individuels. Et puis, on se disait, c'était presque l'un des plus grands navigateurs qui n'avait pas de projet. Avec Johan Richomme, ça faisait partie des gens qui n'avaient pas de projet Vendée Globe. Et puis, voilà, Biotherm a décidé de l'engager avec un bateau neuf. Et ça a été la grande nouveauté, un bateau neuf qui a été fait en 2022. C'est un sister ship de Linked Out. Donc c'est un bateau sœur, voilà, bateau frère de Linked Out. Donc c'est-à-dire qu'ils sont très proches dans leur conception. Enfin, Linked Out, le Linked Out actuel, qui s'appelle Invulnerable, voilà. Et donc c'est un bateau qui est rapide, au portant. C'est celui qui a fait le plus de milles lors des phases de qualification. Donc il a battu tout le monde au niveau des 1000, c'est-à-dire qu'il a engrangé beaucoup d'expérience sur ce bateau. Le seul défaut de ce projet, il y a deux défauts. C'est déjà, il n'a jamais fini cette course, mais il a déjà été dans les mers du Sud avec des multicoques aussi, donc sur des équipages. Et puis que le budget est plus limité que sur d'autres grands projets. Après, Maître Coq, c'était pas le plus gros projet il y a 4 ans non plus. Ça lui a permis pourtant de s'imposer. Donc on verra ce que ça donnera du côté de Paul Meillat et de Biotherm. Parmi ces derniers résultats à Paul Meillat en 2024, eh bien, il a fini 15e de The Transat CIC. Abandon sur la Jacques Vabre, il avait eu pas mal de problèmes techniques. 4e sur The Ocean Race, 6e de la Route du Rhum. Et abandon sur le défi Azimut en 2022. Et vainqueur de la Fastnet et du défi Azimut en 2021. Et deuxième de la Jacques Vabre sur cette année-là. Et puis il a été dans pas mal de projets durant sa carrière. On continue avec les différents outsiders. Il y en a plein d'outsiders sur cette édition. On est loin d'avoir fini. On continue avec là aussi une des bonnes surprises de la dernière édition. C'est Giancarlo Pedote, l'italien Giancarlo Pedote. Alors c'est la bonne surprise de l'édition 2020. Giancarlo Pedote, qui n'était pas parti avec le bateau le plus léger. Il avait même décidé d'avoir une vraie cuisine, une cuisine un peu plus importante que sur d'autres bateaux. Et ça s'était plutôt très bien passé pour Giancarlo Pedote. Alors, Giancarlo Pedote, c'est un Italien qui a fait des études en philosophie, si vous voulez savoir, qui est arrivé assez jeune en 2008-2009 en Lorient. Il parlait pas un mot de français, il a appris le français et puis il s'est lancé dans la voile. Il voulait faire de la voile et à l'époque, c'est vrai qu'en Italie, la voile, il n'y avait pas grand-chose en Italie à part le match race, mais la course au large, il n'y avait pas vraiment. Donc il fallait aller en Bretagne. C'est vrai que maintenant, vous avez quelques projets en Italie. Jean Le Cam a fait son bateau en Italie, ou encore à la Grande à Pirée. Donc navigateur depuis 2009, il a passé sur beaucoup de bateaux différents. Il a fait la Mini, il a gagné des courses, notamment en Ocean 50 avec Erwan Leroux, qui est un petit peu le El Patron de la discipline du côté des Ocean 50. Préparateur en 2016 de Fabrice Amédéou. Donc, c'est-à-dire que certes, c'est que son deuxième Vendée Globe en tant que participant, mais il sait comment appréhender la course. Surtout que Fabrice Amédéou en 2016, ça s'était très bien passé. Par contre, la surprise, c'est que moi je m'attendais à ce qu'il reparte sur un bateau neuf. C'est-à-dire, je me disais, Giancarlo Pedote, vu comment il avait réussi son premier Vendée Globe, je m'étais dit, Prysmian Group, il va réussir à trouver d'autres sponsors italiens. On sait qu'en plus l'Italie commence à repousser sur la course à la voile. Ils avaient un petit peu arrêté pendant quelques années et puis là ils remettent de l'argent. Je me disais, ah tiens, c'est un bateau, on sait qu'il y a des bons chantiers en Italie, c'est un bateau il va y avoir un projet 100% italien autour de Giancarlo Pedote. Et puis non,
Par exemple, il y a eu Alagrande Pirelli, mais Ambrogio Beccaria, c'est en classe 40. Ça m'étonnerait pas qu'un jour il y ait un IMOCA avec Ambrogio Beccaria. Et bah, il n'y a pas eu forcément ce bateau-là du côté de Giancarlo Pedotto. Donc il repart sur le même bateau, avec quand même pas mal d'évolution hein, sur cette machine. Mais c'est vrai que forcément c'est un petit peu plus compliqué d'avoir un bon niveau de performance avec un bateau qui date quand même de 2015 parce qu'il avait été conçu en France. C'était le Saint-Michel Virbach à l'époque, qui a été notamment navigué par Jean-Pierre Dick. C'était pas forcément voilà, un bateau neuf, même si on sait que c'était un bateau qui était très rapide, qui manquait à l'époque un petit peu de fiabilité, mais c'est ce qu'a réussi à faire Giancarlo Pedotto sur les quelques petits soucis de fiabilité qu'il pouvait y avoir. Puis c'est un bateau qui a déjà donc fini deux fois du Vendée Globe et deux fois dans le top 10, quatrième en 2017, huitième en 2021 et qui avait remporté la Jacques Vabre en 2017, deuxième de la Route du Rhum aussi, donc on sait que c'est un bateau rapide du côté de Giancarlo Pedotto. Et puis on sait que Jean-Pierre Dick savait quand même construire des bateaux. Si on regarde ces derniers résultats à Giancarlo Pedotto sur les dernières courses auxquelles il a participé, en 2023, 11e de la Jacques Vabre, 14e de la Fastnet, 16e de la Route du Rhum, 12e de la Vendée Arctique Les Sables d'Olonne et 8e de la Guyade des Bermudes Millrace. On peut quand même noter qu'il a assez peu couru entre ces deux Vendée Globe. C'est vrai qu'il a fait la Fastnet à deux reprises. Oui, il a moins couru que d'autres concurrents. Par exemple, il n'a pas couru en 2024. Donc ouais, c'est une petite différence par rapport à certains concurrents il a un peu moins d'expérience au final peut-être. Mais il a travaillé énormément sur ce bateau tout neuf. Enfin, sur ce bateau tout neuf, sur ce bateau modifié, évolué. Parce que c'est pas un bateau neuf, encore une fois, on vient d'en parler. On poursuit avec Damien Seguin. Damien Seguin, le premier concurrent handisport à avoir fini le Vendée Globe, c'était il y a 4 ans. C'est l'un des plus gros palmarès de la voile handi, 5 titres de champion du monde. En 2005, 2007, 2012, 2015, 2019, parce qu'il a été également vainqueur du Tour de France à la voile, et puis surtout il a fait évoluer les choses, parce que pendant très longtemps on ne voulait pas dans le handisport. Au Vendée Globe disait en termes de sécurité c'est dangereux, ils peuvent pas faire la course, ils peuvent pas le fait d'avoir parfois un membre en moins, ça peut être trop compliqué pour gérer un bateau, et il a démontré en se battant, parce qu'il a fallu se battre, que c'était possible d'emmener des gros bateaux comme les IMOCA sans aucun problème, et c'est quand même quelqu'un qui a fini 7ème du dernier Vendée Globe avec un bateau qui pourtant était à dérive droite, hein, c'était pas parmi les bateaux les plus rapides, et il avait fait une première descente de l'Atlantique qui était hyper rapide avec son bateau Apessil. Apessil qui va arrêter son partenariat avec Damien Seguin, c'est leur dernière course ensemble, donc ça c'est un petit peu dommageable. Et puis il faut rappeler, c'est l'ancien bateau vainqueur de la course. Le problème c'est que certes il a déjà gagné la course, ce bateau-là, mais c'était pas forcément le plus rapide. Bateau qui date de 2015, qui était en fait l'ancien Safran. Ce bateau qui était assez innovant à l'époque aussi, assez léger, et donc qui a été maître coque 4, qui a permis à Yannick Bestaven de s'imposer sur le Vendée Globe. Que dire de ce bateau ? C'est un bateau de 2015, donc avec foiler. On verra ce que ça donnera sur cette épreuve, mais on sait que c'est un bateau qui est assez performant, ça c'est clair et net, même si encore une fois c'était pas le plus rapide de sa génération. Banque Populaire était un petit peu plus rapide par exemple à cette époque-là. Et puis on sait que Damien Seguin c'est un concurrent fiable, jusqu'à maintenant assez peu d'abandon du côté de la classe IMOCA, et puis une grosse expérience en voile, parce qu'il a quand même 45 ans, il n'est pas si jeune que ça, mais c'est vrai que le fait d'avoir un sponsor qui s'arrête, ça peut vous faire un petit peu cogiter. Vous voulez bien finir,
Et puis, vous voulez montrer ce que vous savez faire à d'autres sponsors aussi. Donc, il faut montrer que vous avez un peu de vitesse pure. Ça peut changer un petit peu votre manière de courir. Damien Seguin, 8e de The Transat, 5e en 2023 du retour à la base où il avait fait une très belle course, 15e de la Jacques Vabre, 5e de la Guyadé Bermide de Milres, mais il était à bord d'Initiative Cœur à l'époque. Il a abandonné la Route du Rhum 2022. Il a fait 9e de la Vendée Arctique, 9e de la Guyadé Bermude 1000 Race. Voilà. Du côté de son palmarès sur les dernières courses. C'est aussi un bateau qu'il a eu un petit peu tardivement, il l'a eu en 2022 parce que, encore une fois, c'était Initiative Cœur. Je crois que c'est l'ancien Initiative Cœur. Non, c'est l'ancien Maître Coq, pardon, mais le temps que Bestaven fasse du travail, voilà, il y a parfois sur certaines courses, il n'a pas pu l'utiliser tout de suite. Donc voilà, c'est un petit peu la petite déception du côté de Damien Seguin, mais bon, on sait que c'est un concurrent sur lequel il faudra compter quand même parmi les outsiders. Autre concurrent dangereux, Sébastien Simon, avec groupe Dubreuil, Sébastien Simon. Alors c'est un concurrent qui a, là aussi on parlait de Paul Meillat qui est un petit prodige à l'époque. C'était le cas également de Sébastien Simon, petit prodige de la navigation, comme Morgan Lagravière également, hein. C'est un peu cette génération là de concurrents qui sont arrivés très jeunes sur le Vendée Globe, sur des projets IMOCA, parce qu'ils ont un peu grillé parfois peut-être un peu trop vite les étapes. Et donc il arrive en 2019 très jeune, avec un IMOCA, avec un gros sponsor, parce qu'il y avait Arkea Paprec derrière, et un bateau neuf. Et ça s'est pas bien passé, parce que le bateau avait de gros soucis structurels. Il a cassé 3 paires de foils, quand même, et il a eu énormément de galères à cause des foils. Et sur le Vendée, notamment, sa participation à un moment était... il a eu que des problèmes pendant 3 ans quasiment avec ce bateau-là. Et donc il se retrouve sur le Vendée Globe, il abandonne extrêmement tôt, je crois qu'il est au large de l'Afrique. Vraiment, voilà, il n'est pas du tout rentré dans les mers du Sud et avec beaucoup de problèmes techniques, donc il est obligé d'abandonner extrêmement tôt. Et après, ça a été compliqué pour lui mentalement, parce que c'est sûr qu'il a perdu énormément de confiance à ce moment-là. Il s'est dit, est-ce que je suis en capacité vraiment de mener ces gros bateaux? Voilà, c'était pas forcément facile. Donc il est reparti sur un nouveau bateau, avec Eleven Our, parce qu'en plus il a été écarté par son sponsor malgré une 4e place sur la Jacques Vabre. Son sponsor avait dit on arrête, parce que vraiment ça avait été la grosse déception du côté d'Arkea Paprec, qui a décidé donc de prendre ensuite Johan Richaume. Donc il a fallu trouver des nouveaux sponsors, et il a fallu trouver un bateau, et il a décidé d'aller sur le bateau, un des fameux bateaux Eleven Arrow Racing. Donc je crois que c'était celui de Pascal Bidégory. Donc l'objectif de ce bateau, c'était d'avoir un bateau très performant, très efficace, foiler bien entendu, mais il a eu aussi là encore pas mal de problèmes techniques sur ce bateau, notamment le retour à la base qu'il a terminé, mais où il avait dématé, et surtout il s'est fracturé une vertèbre dans une grosse décélération où ça aurait pu même être très grave pour lui. Mais il a bien fini sur sa dernière course. Mais encore une fois, il faudra réussir à être suffisamment endurant, et surtout ne pas avoir de problème mécanique pour Sébastien Simon. Mais j'y crois, moi, en Sébastien Simon, pour ce concurrent avec Groupe Dubreuil. Bateau vainqueur de la dernière de The Ocean Race, c'est-à-dire que c'est un bateau qui a déjà fait les mers du Sud. Ça s'est plutôt pas trop mal passé. Et puis, il voudra vraiment bien faire sur ce Vendée Globe après
une édition 2021, enfin 2020-2021 qui s'était extrêmement mal passée. Sébastien Simon, les derniers résultats. 4e donc de la New York Vendée les Sables d'Olonne, 10e de The Transat. Retour à la base, il était 19e, il était dans le top 5 quand il a vu son problème, il avait vraiment une bonne vitesse. 18e de la Jacques Vabre, et puis sur The Ocean Race, il avait pris la 5e place avec Guyot, environnement type Europe. Il n'était pas sur ce bateau-là à ce moment-là, il n'était pas sur le bateau Eleven Our. Voilà, et puis en 2021 sur l'ancien Arkea Paprec, il avait fini 4e de la Jacques Vabre, 5e du défi Azimut et 4e de la Fastnet. Donc ça s'était plutôt bien passé pour lui. Donc c'est vrai que les résultats, encore une fois, s'il n'y a pas de problème mécanique, ça sera le gros souci pour le moment. Mais avec Groupe Dubreuil, on peut se dire que ça peut être pas mal. C'est un bateau qui a été lancé en août 2021, donc qui n'a pas fait de Vendée Globe, qui avait été conçu pour The Ocean Race. Ça, c'était la priorité de ce bateau, c'était faire The Ocean Race, parce que les Américains, le Vendée Globe, ça les passionne pas encore des masses, pour tout vous dire. Et puis on termine avec Maxime Sorel, parmi ses concurrents outsiders. Maxime Sorel, c'est là aussi c'est un concurrent qui nous avait impressionné sur le dernier Vendée Globe avec l'un des plus petits budgets de la flotte. Il avait fait vraiment une super course à ce moment-là où il avait réussi à finir dans le top 10 du Vendée Globe, et encore il avait perdu un petit peu de temps sur la fin parce qu'il était hyper rapide avec un tout petit projet. C'était un bateau en plus qui avait quand même des pièces d'origine, son IMOCA, donc c'était pas un bateau très évolué, et il avait réussi vraiment à très très bien l'emmener. En plus il avait seulement 34 ans, c'était un concurrent qui était encore assez jeune à l'époque. Il a pris de l'expérience, et son deuxième Vendée Globe désormais avec un bateau neuf. Le problème c'est que son bateau, alors il n'a pas eu de problème technique ce bateau là, mais pour le moment il n'est pas très performant. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, pourtant c'est un sister ship d'Apivia, donc ça devrait bien fonctionner, sauf que ça fonctionne pas. Ça n'arrive pas à être efficace ça ne fonctionne pas correctement sur ce bateau. Les résultats ont quand même été en deçà des espérances pour Maxime Sorel, parce qu'il veut se battre avec les meilleurs. Jusqu'à maintenant, il a du mal quand même à tenir leur cadence, leur rythme. Donc je pense qu'en vitesse pure, il lui en manque. Et c'est un peu ça le problème de ce bateau, qui, bien entendu, a cette belle décoration avec cette grande voile qui est assez majestueuse quand même. Voilà, les couleurs de Montbana, de VNB, Montbana Mayenne sont assez énormes quand même. C'est peut-être le bateau le plus joli de la flotte, mais un bateau joli, ça fait pas forcément un bateau performant. Moi j'ai aussi une petite inquiétude avec Maxime Sorel, c'est que je sais pas si la voile ça le passionne encore plus que ça. J'ai l'impression qu'il fait beaucoup de choses en dehors de la voile. On l'a vu notamment faire du trail, faire une montée de l'Everest, certes préparation physique, mais j'ai l'impression que il s'est détourné un petit peu de la voile ces derniers temps. J'ai peur qu'il ait manqué un petit peu de temps de navigation, parce que ces projets-là, c'est des projets où il y a une préparation, et c'est une préparation qui ne se fait pas à la voile. Donc j'ai peur que cette préparation physique sur des grands défis, ça a été un petit problème pour son temps passé à bord de son bateau. Les derniers résultats de Maxime Sorel sur les dernières sorties de ce bateau. 12e de la New York Vendée les Sables d'Olonne, 5e de The Transat CIC, c'était en 2024. En 2023, Transat Jacques Vabre, 8e, 4e de la Fastnet, et puis 5e de la Route du Rhum en 2022, et 4e du défi Azimut. Du côté du concurrent français, on passe tout de suite à la bataille des dérives droites.
On passe désormais à la bagarre des dérives droites, parce que moi je pars du principe que ces bateaux cette année auront du mal à jouer avec les meilleurs, et qu'il y aura d'autres une deuxième catégorie, comme on a eu notamment aux 24 heures du Mans, les prototypes essence, quand il y avait les diesels qui étaient largement plus rapides. Bah là c'est un petit peu la même chose, c'est un petit peu comme à ce moment-là des 24 heures du Mans, c'est-à-dire que c'est presque une sous-catégorie, les bateaux à dérive droite, mais ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de belle bagarre pour cette catégorie, même si ça sera un titre officieux de vainqueur du côté de la catégorie des dérives droites, parce qu'on a déjà 2 bateaux neufs, mais on a aussi des très très gros projets. Et ça commence avec un bateau neuf, avec Éric Bellion et son bateau Stand as One. Éric Bellion, deuxième participation au Vendée Globe, la première fois c'était en 2016. Alors c'est toujours quelqu'un qui a eu des projets différents. C'est voilà, c'est un concurrent qui a toujours voulu faire des trucs un petit peu singuliers. Alors quand il arrive en 2016, c'est vrai que c'est un débutant et on ne sait pas trop qui c'est, Éric Bellion. On se dit bon, écrivain, journaliste un petit peu, et il avait fait un projet en 2010 de tour du monde avec des enfants handicapés, ce qui lui a fait connaître en fait un petit peu les contrées un petit peu reculées. Et c'est là où il avait été bon dans son premier Vendée Globe. C'était dans les mers du Sud. Il m'avait vraiment impressionné cette année-là sur sa capacité de navigation dans les mers du Sud. Il avait fait très peu d'erreurs sur ce Vendée Globe, et pourtant il avait peu d'expérience à l'époque en IMOCA. Et puis ce qui m'a surpris, moi, c'est qu'il repart pas en 2020. Il n'y a pas de projet pour lui en 2020, alors que pourtant je trouve qu'il avait montré ce qu'il savait faire. Et je me disais, est-ce que les nouvelles règles vont pas le bloquer comme un peu Sébastien Destrumeau? C'est vrai que Destrumeau, aujourd'hui, on ne le voit plus en IMOCA. Est-ce que les budgets qui augmentent, ça va pas être un frein pour Éric Bellion? Et puis, il a trouvé ce projet commun avec Jean Le Cam de se dire, on va faire 2 bateaux qui vont se ressembler énormément, qui vont être des bateaux neufs non foiler, ce qui là est une nouveauté. C'est vrai qu'on n'avait pas eu de bateau comme ça non foiler depuis 10 ans. Et de se dire, on va les faire en plus en Italie. On va pas les fabriquer en France. C'est-à-dire qu'on va les concevoir avec des architectes italiens. Et ensuite, la fabrication, elle, se fera en France. Mais le projet de départ sera fait en Italie. Ce qui n'est pas habituel aujourd'hui du côté de la voile. Mais encore une fois, Ambrogio Beccaria, la Grande Pirelli, projet italien en classe 40, qui fait des fureurs. Et c'est quand même culotté d'avoir déjà réussi aussi à trouver les sponsors. Alors, Jean Le Cam, les sponsors, j'ai envie de dire, il y a la gouaille de Jean Le Cam. Éric Bellion, c'est déjà plus compliqué. Éric Bellion, il n'avait pas fait le Vendée Globe en 2021, enfin 2020-2021. Bon, certes, je dirais voilà, il sait se vendre, Éric Bellion, mais encore une fois, tu pars sur un skipper qui n'a qu'un Vendée Globe, qui n'a pas l'expérience de Jean Le Cam, qui part sur un bateau qui a peu de probabilité de gagner, aura des difficultés même à rentrer dans le top 10. Donc tu te dis, culotté. Le fait que des sponsors l'aient suivi, alors les sponsors l'avaient déjà suivi la première fois, parce que c'était seul. C'était une sorte de système de crowdfunding qu'il avait fait Éric Bellion. Je sais plus comment ça s'appelait. C'était ensemble comme un seul homme. Je crois que c'était ça le nom du bateau à l'époque. Et il avait déjà réussi à monter ce projet. Et c'est vrai que quand il arrive en 2016, moi je me souviens, je vois lui et Sébastien Destrumeau, je me dis, bon, bah les deux vont finir dernier avant-dernier. Et puis, bah non, il avait fini dans le top 10, il avait été très bon. Éric Bellion. Quelques problèmes de jeunesse, hein, par contre, sur ce bateau, que ça soit pour Jean Le Cam ou Éric Bellion, il y a eu pas mal de soucis. Donc, c'est des bateaux qu'on a peu vus. Donc, on a du mal à savoir déjà leur niveau de performance par rapport aux références de la catégorie des dérives droites. Donc, c'est un petit peu l'inquiétude. Je me dis quand même, ce sont des bateaux neufs. On a appris pas mal de choses. Les autres bateaux ont 10 ans d'âge minimum. Donc je me dis, il y aura quand même, enfin plus de 10 ans d'âge même, oui, parce que c'est des bateaux qui ont été lancés pour le Vendée Globe 2012. Donc oui, c'est des bateaux qui maintenant commencent à être âgés. Donc je me dis, par rapport à ces bateaux-là, c'est des bateaux qui ont 12 ans, 13 ans de moins.
Ça va peut-être faire la différence, mais c'est vrai que le projet s'est fini tard. Les bateaux ont été lancés que pour l'été 2023, quasiment à peine. Donc il y a eu peu de temps de navigation dessus. Donc ça va pas être évident. Et puis Eric Bellion a eu voilà, des petits soucis sur son bateau, comme Jean Le Cam. Donc c'est pas l'idéal pour ces concurrents là, très clairement. Donc on va voir ce que ça va donner avec Stand as One. Eric Bellion, les derniers résultats en 2024, la New York Vendée les Sables d'Olonne 17e, 20e de The Transat CIC. Retour à la base, il avait abandonné en 2023. Voilà pour les derniers résultats. 23e de la Route du Rhum, 16e du défi Azimut, mais ce n'était pas sur ce bateau de 60 pieds, ce bateau sans foil. On poursuit avec un deuxième concurrent dans cette catégorie, les non-foilers. Eh bien, c'est Benjamin Ferré avec Mondwire Dio for Job, un bateau qu'on connaît très bien. C'est un bateau qui est une référence quasiment dans la discipline. Benjamin Ferré, il a commencé presque dans la voile par erreur. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui était du tout destiné à faire de la voile. Et en fait, il a fait un voyage tour du monde. Voilà, vous savez, les années de césure à la fin des études. Lui, il s'est dit, tiens, je vais faire un voyage autour du monde en stop. Et puis, il y a un moment, pour faire le parcours, il fallait faire du bateau. Il a été pris par un bateau et puis voilà, c'est comme ça qu'il a pu se lancer dans la voile. Il a vraiment aimé. Donc ça, c'était dans ses études. Et je dis, tiens, comment faire pour faire de la voile? Il voit que c'est la classe mini et il va racheter l'ancien bateau de Clarisse Kremer en 2017. Le bateau de Clarisse Kremer qui lui avait permis de faire un bon classement sur la Mini Transat. Vous allez voir que Clarisse Kremer va revenir plusieurs fois dans son histoire. Ils ont le même âge, même que Clarisse Kremer. Je crois que les deux ont 35 ans. Alors, donc, il s'en sort très bien en classe mini. Donc, il se décide, soit vous allez en classe 40, soit vous allez en IMOCA. Il veut aller en IMOCA. Il va aller voir la référence de la discipline, c'est-à-dire Jeannot Le Cam, qui va être son mentor, ce qu'il a déjà fait avec d'autres concurrents, Jean Le Cam, et il va récupérer l'ancien bateau de Clarisse Kremer, celui qui vient de finir le Vendée Globe, auquel elle a permis de faire la 12e place. C'est-à-dire que là encore, l'histoire avec Clarisse Kremer est très intéressante, et donc ce bateau-là, c'est la référence de la discipline, parce que c'est déjà... il a déjà fait un Vendée Globe victorieux avec François Gabard, 12e place également avec Clarisse Kremer, et ce bateau a été la référence des bateaux de la génération 2012. Il a un peu tout gagné. Il s'en est toujours extrêmement bien sorti. Particularité égale, et c'était le bateau de Paul Meillat également, le bateau SMA. Qui était à l'ancien massif. Avec Paul Meillat, il y avait eu un problème technique. C'est même, je crois, la seule fois où ce bateau a eu un gros problème technique, on va dire, avant que Benjamin Ferré ne le reprenne, parce qu'il a eu un deuxième problème technique, Benjamin Ferré. C'est une avarie de quille sur The Transat CIC. Mais sinon, c'est un concurrent qui a peu d'expérience, premier tour du monde. Là aussi, donc il va falloir voir comment ça va se passer. Mais dans les transatlantiques, il a été vraiment très bon. Le bateau était ultra performant. Il arrivait vraiment à se mêler à la lutte vers les 13-14e places. Donc vraiment face à des concurrents qui pourtant étaient des foilers. Donc on sait que c'est un bateau qui est toujours très efficace de ce côté-là. C'est pas une surprise, c'est un bateau qui a été conçu par François Gabard avec Michel Desjoyaux. Donc sur ces bateaux de ce type-là, c'est un petit peu la référence. Donc à part cette avarie de quille, sinon il ne devrait pas y avoir de problème pour Benjamin Ferré, qui a le bateau un petit peu référence de la discipline. On regarde un petit peu les derniers résultats pour Benjamin Ferré. 13e de retour à la base, 13e de la Jacques Vabre, 15e de la Fastnet, 9e de la Guyadée,
Bermude 1000 Race, et puis 15e de la route du Rhum, 11e du défi Azimut en 2022 et 4e de la Vendée Arctique, les Sables d'Olonne. Voilà, c'est pour vous dire que c'est un bateau qui reste très efficace. On poursuit avec Louis Duc. Louis Duc, tiens, concurrent intéressant, Louis Duc. Pourquoi? Parce que il est atypique, Louis Duc. Il est atypique parce que lui, il a toujours travaillé dans le monde du bateau. C'est-à-dire que voilà, il vit bateau et il a toujours fait du bateau, Louis Duc. Et il a une particularité, c'est qu'il a travaillé sur les chantiers navals dans sa vie. Et c'est le spécialiste des rénovations. C'est-à-dire que dans toute sa carrière, il n'a jamais eu des gros budgets, Louis Duc, et il a toujours récupéré des bateaux dans un sale état et il les a réparés. Et c'est comme ça qu'il est arrivé en IMOCA. Il a commencé de cette manière déjà en classe mini. C'est-à-dire qu'en classe mini, il a rénové un bateau tout seul, avec pas un gros budget, et puis il a réussi à faire des résultats avec. Derrière, pendant 10 ans, il n'a pas pu faire de l'IMOCA. Pourtant, c'était un bon skipper, c'était un des skippers importants de la classe 40. C'était une des références de la classe 40, mais il n'y avait pas le budget. Tout simplement parce que ça a toujours été un petit peu son problème, Louis Duc. C'est pas le mec qui a les plus gros budgets, parce que c'est pas forcément le plus grand communicant non plus, Louis Duc. Et c'est vrai que c'était un peu son problème. Et donc, classe 40, pas assez de budget pour monter en IMOCA. Donc, c'est un souci. Et puis, il va saisir une opportunité. Il va se dire, je vais acheter un bateau sans avoir le sponsor, et je vais acheter un bateau qui est dans un sale état. Il rachète le PRB de 2006 de Vincent Rioux, qui avait été récupéré par une équipe. Pas de chance, le bateau a eu un incendie au port. Les sponsors ont décidé de se retirer du projet. Donc le bateau est dans un état de ruine. Il va falloir le refaire entièrement. Mais là, pas de problème pour Louis Duc, parce que, encore une fois, il a travaillé dans les chantiers navals. Et il va le refaire complètement. Au fur et à mesure qu'il le refait, il arrive à trouver un petit peu des sponsors. Et puis le projet va grandir de plus en plus. Et en 2022, il peut faire ses premières courses avec ce bateau qui, je rappelle, était dans un état de ruine. C'est assez fantastique. Petit budget, mais il sait se débrouiller. Lui, s'il a des problèmes techniques, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis parce qu'il va pouvoir les réparer. Et puis, comme il sait réparer, c'est un skipper qui est capable de prendre des risques. C'est d'aller, on va dire, au milieu de la tempête, en gardant quand même un sens marin. Mais il sait faire des choix stratégiques, des choix stratégiques osés. Et nous l'avait montré lors de la route du Rhum, en prenant une route très nord, alors qui n'avait pas fonctionné, mais si ça avait fonctionné, et qu'il avait navigué dans des mers vraiment déchaînées. Et il s'en était extrêmement bien sorti, Louis Duc. Donc c'est un concurrent qu'il va falloir suivre. Et puis le PRB était un bateau très rapide. C'est un bateau Vincent Rioux. On sait que ça va faire des bateaux aussi efficaces, légers. Donc ça peut être très intéressant du côté de Louis Duc. Sur ces derniers résultats du côté de Louis Duc avec ce bateau, eh bien, 22e du retour à la base, 14e de la Jacques Vabre, 22e de la Fastnet, 27e de la route du Rhum, encore une fois avec cette route très nord, et 8e dans le Vendée Arctique, les Sables d'Olonne. Ce qui montre que ce bateau, voilà, c'est efficace, et 21e de la Jacques Vabre en 2021. Voilà pour ce bateau qui a eu énormément de noms différents, Maître Coq, Initiative Cœur, à l'époque de Tanguy de la Motte, Initiative Cœur. Voilà, c'est un bateau qui a eu beaucoup de vie, ce bateau Five Group Lantana Environnement. On poursuit avec la légende de la discipline, l'avant-dernier navigateur dont on va parler dans ces vidéos de présentation. Eh bien, Jean Le Cam. Clac, 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 c'est Jean Le Cam. Et oui, que dire de Jean Le Cam? C'est un personnage, mais c'est pas qu'un personnage, c'est aussi un mec qui sait naviguer.
qui a formé énormément de skippers, hein, Damien Seguin, sur l'IMOCA, Benjamin Dutreux, on parlait de Benjamin Ferré également. Enfin voilà, il a accompagné Violette d'Orange aussi aujourd'hui. Il a accompagné énormément de skippers vers l'IMOCA. Il a conseillé énormément de monde. Et puis oui, c'est un personnage. Son dernier Vendée Globe a montré que il était capable de vraiment faire des temps canons avec sa 4e place. Et surtout, le choix colossal de partir sur un nouveau bateau, parce qu'il aurait pu rester sur son bateau Hubert, et il a décidé de partir sur un nouveau projet de bateau neuf à 65 ans, parce qu'il faut rappeler, c'est aussi le doyen de la catégorie. Pour ce nouveau Vendée Globe, c'est son 6e Vendée Globe. Voilà, donc, expérience colossale, il a tout connu sur le Vendée Globe, il a connu des échecs, des arrivées, des sauvetages aussi. Il a été sauvé et il a sauvé Jean Le Cam, mais c'est vrai que ce bateau, encore une fois, je pars du principe que les foilers ont un avantage dans beaucoup de conditions, et c'est là où ça va être compliqué pour les non-foilers. Mais un bateau neuf, alors le même problème qu'Eric Bédion, c'est-à-dire que c'est les mêmes bateaux, pas mal de problèmes techniques jusqu'à maintenant, on l'a très peu vu, donc on ne sait pas en fait comment va performer ce bateau. C'est un peu l'incertitude du côté de Jean Le Cam, qui a fait encore parler de lui cette semaine, hein, parce qu'il a parlé des budgets qui augmentent, qui explosent, quand ils ont fait la conférence de presse avec Eric Bédion. C'était assez intéressant à suivre, même de voir sa vision de la voile. Bon voilà, que dire de Jean Le Cam? C'est-à-dire que présenter Jean Le Cam, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a un tel palmarès du côté de Jean Le Cam, deuxième du Vendée Globe en 2005, derrière Vincent Rioux. Ça s'était joué à pas grand-chose, à l'époque il était sur le bateau Bonduel. 5e du Vendée Globe en 2013, 6e du Vendée Globe 2017, 4e du Vendée Globe en 2021. Voilà, à part quand il n'a pas fini. Sinon, il a toujours été performant sur le Vendée Globe, parce qu'il n'avait pas fini en 2008, à l'époque, Jean Le Cam. Et puis voilà, énorme palmarès. Énorme palmarès du côté de Jeannot. Bon, ces dernières sorties, il a assez peu couru au final, Jean Le Cam. C'est-à-dire que 32e du retour à la base, avec pas mal de problèmes techniques. Et puis, il a fait le Vendée Globe, quoi. Donc, en 4 ans, il a fait peu de courses. Donc, c'est peut-être ça la petite incertitude, quand même, du côté de Jean Le Cam. Donc, voilà, c'est un petit peu l'incertitude du côté de Jeannot. Mais on va voir ce que ça va donner. Voilà, parce qu'on connaît le palmarès du bonhomme, hein, donc on sait que c'est un concurrent sur lequel il va falloir compter. Vainqueur également 3 fois de la solitaire du Figaro. Donc voilà, c'est un palmarès XXL pour Jean Le Cam. On termine, dernier concurrent de ces vidéos, c'est Tanguy Le Turquet. Alors Tanguy Le Turquet, le compagnon de Clarisse Kremer. Alors comment il a rencontré Clarisse Kremer? C'est même très intéressant, parce que voilà, c'est lorsqu'il a fait son premier mini, il a rencontré Clarisse Kremer à ce moment-là. Bon, les deux étaient à peu près dans la même tranche d'âge, dans la même catégorie. Et puis Clarisse Kremer va devenir sa femme. Ils vont même avoir un enfant ensemble. Et Tanguy Le Turquet, c'est un pur produit breton. Enfin voilà, c'est un mec qui est né sur un bateau, qui a fait que de la voile. Il habitait sur un bateau dans sa jeunesse. Voilà. Jusqu'à ses 10-12 ans, il habitait sur un bateau. Donc il connaît la mer comme sa poche. Ça, c'est pas un problème. Et puis, le problème de Tanguy Le Turquet pendant très longtemps, c'est qu'il n'avait pas le budget non plus. Ça fait partie des concurrents qui n'avaient pas le budget. Et puis, bon, il y avait sa femme aussi qui concourait. Donc, c'était pas forcément facile. C'est un peu comme Athanasio avec Sam Davis. Là, lui, il suivait aussi un petit peu sa femme. Et puis, bon, il y a un moment, voilà, il voulait avoir le projet. Il voulait se lancer au bout d'un moment avec un gros projet. Sauf qu'il avait toujours pas le sponsor. Pas grave, il a acheté le bateau. Il a acheté le bateau à crédit, sans sponsor. Sauf qu'il a mis tout l'argent dans le bateau, et qu'il y a eu quand même des petites couillades, comme d'habitude. Et c'est là où ça a été plus compliqué. Heureusement, il y a des sponsors qui sont arrivés, mais c'est
peut-être le budget le plus petit de la flotte, Tanguy Le Turquet. Ça ne veut pas dire que c'est le skipper le moins talentueux et un ensemble bateau-skipper qui marche extrêmement bien. On l'a vu notamment sur le retour à la base, où le bateau était très rapide, et on rappelle que retour à la base, il avait fait la Jacques Vabre, ils ont fini la Jacques Vabre, il est reparti le lendemain. Il y a eu 4 heures entre son arrivée de la Jacques Vabre et quand il est reparti. Voilà, entre les deux courses. Donc il a enchaîné les deux courses et il a montré que ce bateau pouvait être fiable parce qu'il avait un énorme trou dans la coque. Le problème, c'est que s'il ne repartait pas, s'il n'arrivait pas, et s'il ne faisait pas les deux courses, il n'était pas qualifié. Tanguy Le Turquet, il a tout donné pour se qualifier. Ça s'est joué à 4 heures près parce que la fermeture de la ligne d'arrivée, il est arrivé 4 heures avant la fermeture de la ligne d'arrivée. Mais voilà, il s'est battu vraiment comme un diable. Et le bateau est très rapide. Alors ce bateau de Tanguy Le Turquet, c'est un bateau qui date de 2007. Donc encore une fois, c'était un bateau qui n'est pas tout seul. Mais c'était le fameux bateau comme un seul homme d'Éric Bellion. Ça a été Groupe Apicil également, qui était donc un bateau performant. Donc c'est un bateau à dérive qui a montré qu'il était au niveau, par exemple, du bateau de Jean-Luc Cam il y a 4 ans, ce bateau-là. Donc on sait que c'est un bateau qui va être dangereux. Il va falloir faire très attention à lui, parce qu'il a fini 7e du Vendée Globe 2020, 9e en 2016, bon, abandon en 2008, mais on sait que c'est un bateau qui est très 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 performant, et il l'a montré sur, encore une fois, sur ces 2 épreuves où il avait réussi à vraiment tenir la cadence, alors que, encore une fois, c'était un aller-retour pour lui. Les derniers résultats: 11e de The Transat CIC, 20e de retour à la base, 34e de la Jacques Vabre et 16e de la Fastnet en 2023, en 2022, 13e de la Route du Rhum, 9e du défi Azimut. Faut pas oublier qu'il a eu également pas mal de résultats en classe Figaro, voilà, et puis pas mal de 3e de la Mini Transat en 2015. Voilà, il a eu énormément de résultats dans sa carrière. Voilà pour ce champion de France de la course au large en 2014. Et bien voilà, on a fait le tour de tous les concurrents de ce Vendée Globe. J'espère que vous avez aimé donc ces 3 vidéos. La première vidéo avec le parcours et les favoris, la deuxième vidéo avec les concurrents un petit peu moins performants, et puis cette 3e vidéo avec les outsiders. Et puis nous on se retrouve à partir de lundi pour faire le débrief tous les jours de la course. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.